À 18 ans, j'ai regardé mon frère enfoncer mes 4 lettres de bourse d'études universitaires dans le barbecue, comme si elles ne valaient rien. Puis, il a ri et a dit, « Nos parents en ont fini de jeter de l'argent par les fenêtres pour toi. Va te trouver un travail, et occupe-toi de toi-même. » Mon père a aggravé les choses, nous mettons nos ressources là où elles comptent vraiment, sur ton frère. Tu n'as jamais été aussi talentueux que lui. Je suis parti le soir même, sans rien. 15 ans plus tard, je me tenais sous des lumières éclatantes, un prix Nobel entre les mains. Et maintenant, il panique, essayant désespérément de me joindre. 58 appels manqués, 128 messages, mais il était trop tard. Avant de vous parler du désastre absolu qui les a frappés, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Je peux encore sentir l'odeur du charbon. C'est drôle, la façon dont la mémoire fonctionne. On oublie le son d'une voix avec le temps. On oublie la couleur exacte du papier peint de sa chambre d'enfant. Mais les odeurs, elles, se verrouillent dans votre cerveau pour toujours. Pour moi, l'odeur du charbon Kingsford et du liquide allume-feu sera toujours l'odeur de mon avenir qui se consume. J'avais 18 ans. Je venais de remonter l'allée, mon sac à dos sur l'épaule, portant une pile de courrier que j'avais récupérée dans la boîte. À l'intérieur de cette pile, se trouvaient 4 enveloppes épaisses. Si vous avez déjà postulé à l'université, vous connaissez la différence entre la fine lettre de refus et l'épais dossier d'acceptation. J'en avais 4, des bourses complètes pour 4 des meilleurs programmes de pré-médecine du pays. J'avais passé 4 ans à ne dormir que 3 heures par nuit, à étudier jusqu'à en avoir la vue brouillée, et à travailler le week-end dans une quincaillerie, juste pour payer mes propres frais d'inscription, car je savais que mes parents ne me donneraient jamais un centime. Je suis allé dans le jardin pour partager la nouvelle. Je pensais que, juste pour cette fois, il serait fier. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon frère aîné, Carter, debout près du barbecue Weber. Il avait une bière dans une main, et une pince à griller en métal dans l'autre. Mes parents, Richard et Suzanne, étaient assis à la table de la terrasse et le regardaient. Carter a vu les enveloppes dans ma main. Il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement approché, a arraché la pile de mes mains avant que je ne puisse réagir, et a regardé les adresses de l'expéditeur. Un sourire lent et cruel s'est dessiné sur son visage. « Qu'est-ce que c'est que ça, Matthew ?» a-t-il demandé, d'une voix dégoulinante de cette fausse innocence qu'il utilisait toujours avant de faire quelque chose de terrible. « Encore du courrier indésirable. »« Rends-moi ça », ai-je dit, en essayant de les rattraper. Carter a reculé. Il a regardé mes parents, puis m'a regardé à nouveau. « Nos parents en ont fini de jeter de l'argent pour toi, » a-t-il dit, en tapotant les enveloppes contre son menton. « Va te trouver un boulot et débrouille-toi. » Puis, il s'est tourné et a jeté les 4 enveloppes non ouvertes directement sur les charbons ardents. Je me suis précipité vers l'avant, mais la chaleur m'a repoussé. Les bords du papier se sont enroulés instantanément, devenant bruns, puis noirs, avant d'éclater en flammes orange vif. J'ai regardé les sceaux des universités, la preuve de mes nuits blanches, mon ticket de sortie de cette ville, se désintégrer en cendres. Je me suis retourné brusquement vers mes parents. Je m'attendais au choc. Je m'attendais à ce que mon père bondisse pour les retirer du feu. Je m'attendais à ce que ma mère crie. Ils n'ont rien fait. Ma mère a baissé les yeux sur ses mains, prenant une lente gorgée de son thé glacé. Mon père m'a juste regardé, avec des yeux froids et morts. Nous mettons nos ressources là où elles comptent vraiment, a dit mon père, d'une voix plate et parfaitement calme, sur ton frère. Tu n'as jamais été aussi talentueux que lui. Il a besoin de soutien pour monter son entreprise. Nous n'allons pas perdre une seconde de plus à entretenir tes petits fantasmes académiques. Mon propre père. Il a regardé ma vie brûler, et a appelé cela un fantasme. Carter avait déjà vidé le fonds universitaire que mes grands-parents avaient mis en place pour nous deux, gaspillant tout dans des idées de start-up ratées et des vêtements coûteux. Et maintenant, il s'assurait que je ne puisse pas m'échapper par mes propres moyens non plus. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pleurer dans cette maison, c'était comme saigner dans un bassin de requins, cela ne faisait que les inciter à mordre plus fort. J'ai juste regardé les cendres flotter vers le ciel du soir. Et à ce moment précis, un interrupteur s'est déclenché dans ma poitrine. Le gamin désespéré, qui voulait l'amour de ses parents, est mort là, sur la terrasse. Faisons un bond en avant de 15 ans exactement. J'avais 33 ans, debout dans une grande salle à Stockholm, en Suède.
Les lumières étaient si brillantes qu'elles effaçaient les visages de la foule. Les applaudissements étaient une force physique, faisant vibrer les planches du sol. J'ai regardé mes mains, je tenais une médaille d'or, le prix Nobel de physiologie ou de médecine. Je suis descendu de la scène, passant devant la royauté et les plus grands esprits scientifiques de la planète, et je me suis glissé dans un couloir calme pour consulter mon téléphone. L'écran était complètement illuminé. 58 appels manqués, 128 messages textuels. Tous venaient de mon père, de ma mère et de Carter. Les mêmes personnes qui avaient regardé mes lettres de bourse se transformer en cendres essayaient maintenant désespérément de m'atteindre. Ils n'appelaient pas pour me féliciter. Ils appelaient parce que leur monde entier s'effondrait, et ils pensaient pouvoir utiliser mon nom pour se sauver. J'ai fixé les notifications, un sourire froid se formant sur mon visage. Il a fallu 15 ans, mais le feu les avait enfin atteints, et je n'allais pas l'éteindre. Laissez-moi vous ramener à cette nuit-là, la nuit du feu. Après que mon père a rendu son verdict, je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné, et je suis rentré dans la maison. J'entendais Carter rire dans le jardin, et le tintement des verres alors qu'ils reprenaient leur soirée. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que je me réveillerais le lendemain matin, que je mettrais un uniforme, et que je commencerais tranquillement à leur payer un loyer pendant que Carter jouait à l'homme d'affaires. Je suis monté dans ma chambre. C'était un petit espace, à peine assez grand pour un lit simple et un bureau, mais c'était mon sanctuaire. J'ai sorti un vieux sac polochon en toile usée du placard. Je n'ai pas emballé de souvenirs. Je n'ai pas pris les trophées du collège, ni les albums photos. J'ai emballé 3 jeans, 5 chemises, des sous-vêtements, des chaussettes, et un manteau d'hiver lourd. J'ai pris ma brosse à dents et mon diplôme d'études secondaires. Sous mon matelas, j'ai sorti une boîte en fer plate. À l'intérieur se trouvait tout l'argent que j'avais, 38 €. C'était tout. Mon maigre salaire de la quincaillerie était principalement passé dans ma nourriture, et dans les frais d'inscription qui reposaient maintenant sous forme de poussière grise au fond d'un barbecue Weber. J'ai jeté le sac sur mon épaule. J'ai regardé la pièce une dernière fois. J'ai ressenti un étrange sentiment d'engourdissement, une anesthésie lourde s'installant sur mon cerveau. Je suis descendu, en m'assurant d'éviter la marche qui grinçait près du bas. Je suis sorti par la porte d'entrée, et je l'ai refermée derrière moi avec un clic doux, mais définitif. J'ai descendu l'allée. Je ne me suis pas retourné, pas une seule fois. L'air nocturne était inhabituellement froid pour la saison, mordant à travers ma veste légère. J'ai marché pendant 3 kilomètres jusqu'à la gare routière Greyhound, à la lisière de la ville. Les rues étaient vides, et les lampadaires bourdonnaient d'un faible ronflement électrique. Chaque pas que je faisais semblait plus lourd que le précédent, mais je continuais à avancer, car m'arrêter signifiait réfléchir, et réfléchir signifiait s'effondrer. Quand je suis arrivé à la gare, elle était presque déserte. Les néons au-dessus de moi vacillaient, jetant une lueur jaune maladive sur le sol en linoléum éraflé. Je me suis approché du guichet. Une femme d'un certain âge, aux yeux fatigués, m'a regardé à travers le plexiglas taché. « C'est quand le prochain bus pour partir d'ici ?» ai-je demandé. « Pour aller où, mon grand ?» a-t-elle répondu, la voix rauque par la cigarette. « N'importe où, loin » ai-je dit. « Jusqu'où peuvent m'emmener 38 €. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur encombrant. « Je peux te trouver un aller simple pour New York. Il part dans 1 heure, mais ça va te vider complètement. » « Je le prends » ai-je dit, en glissant les billets froissés sous la vitre. Je me suis assis sur un banc en plastique dur, serrant mon sac contre ma poitrine. La gare sentait le café rassis et la cire pour sol. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai juste regardé l'horloge murale. Chaque tic-tac de la trotteuse était comme un marteau frappant une enclume. Je m'attendais à tout moment à voir les portes de la gare s'ouvrir violemment. Je m'attendais à voir mon père entrer, exigeant que je rentre à la maison. J'attendais que ma mère se précipite en pleurant, réalisant ce qu'ils avaient fait. Mais les portes sont restées fermées. Personne n'est venu. Ils n'avaient même pas pris la peine de vérifier ma chambre. Quand le bus a fini par entrer sur le parking, ses freins à air sifflant bruyamment dans la nuit calme, je me suis levé. J'ai donné mon ticket au chauffeur, et je suis monté à bord. J'ai trouvé un siège près de l'arrière, pressant mon front contre la vitre froide. Alors que le bus quittait la station pour s'engager sur l'autoroute, regardant les lumières de ma ville natale s'estomper dans l'obscurité, une prise de conscience profonde m'a frappé.
J'étais complètement, totalement seul. Je n'avais pas d'argent, pas de plan, pas de famille, et pas de filet de sécurité. Mais au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, ce vide terrifiant s'est lentement transformé en autre chose, la liberté. Ils avaient brûlé mes lettres, certes, mais ils avaient aussi brûlé les ponts. Je ne leur devais plus rien. J'étais un fantôme pour eux, et ils étaient morts pour moi. Le Matthew qui cherchait leur approbation était resté dans cette maison. L'homme qui montait dans ce bus vers l'inconnu était quelqu'un d'entièrement différent. J'ai fermé les yeux, sentant la vibration du moteur à travers le plancher, et pour la première fois de ma vie, je me suis endormi sans craindre ce que le matin m'apporterait. New York ne se soucie pas de votre triste histoire, lorsque vous descendez d'un bus à Port Authority avec rien d'autre qu'un sac polochon et des poches vides. La ville vous regarde, vous mâche, et vous recrache si vous n'êtes pas prêt à vous battre. J'ai réussi à trouver une chambre exiguë dans le Queens. Et quand je dis chambre, je veux dire un placard au-dessus d'une laverie ouverte 24 heures sur 24. Le sol vibrait constamment à cause des machines à laver industrielles en dessous, et l'air sentait lourdement l'eau de javel et l'assouplissant bon marché. Mon lit était un matelas posé au sol, que quelqu'un avait laissé près d'une benne à ordures, et ma cuisine se résumait à une plaque électrique posée sur une caisse de lait. La fenêtre ne fermait pas complètement, alors le vent glacial de l'hiver hurlait à travers la fissure, me forçant à dormir avec mon gros manteau. Je devais survivre. C'était le seul objectif. J'ai pris tous les boulots que je pouvais trouver, de ceux qui ne posaient pas trop de questions. Ma journée commençait à 4h30 du matin. Je faisais l'ouverture comme barista dans un café de Manhattan, m'occupant de types de Wall Street qui me hurlaient dessus si leur latte n'était pas exactement à 50 degrés. À 13h, j'enlevais mon tablier et je courais au métro pour rejoindre mon deuxième travail, représentant du service client dans un immense centre d'appel. Pendant 6 heures, je portais un casque et je laissais des gens en colère me hurler dans les oreilles à propos des frais de retard sur leur carte de crédit. Ensuite, à 20h, je prenais un autre train pour un entrepôt de fournitures médicales à Brooklyn. J'y passais l'équipe de nuit à transporter des boîtes de solutions salines, des gants chirurgicaux et du matériel lourd. Mes mains étaient constamment couvertes d'ampoules, mon bas du dos me donnait l'impression d'être fait de verre brisé, et mes pieds étaient si enflés que je devais desserrer mes bottes juste pour rentrer chez moi. Je gagnais le salaire minimum partout. Chaque vendredi, je calculais mes dépenses au centime près. Mon salaire couvrait à peine le loyer exorbitant de ma chambre vibrante, mon pass de métro, et une alimentation composée exclusivement de ramen instantané et des pâtisseries racistes que le gérant du café me laissait récupérer à la fin de son service. Mais l'épuisement physique n'était rien comparé à la torture mentale. Chaque minute de libre que j'avais, je la passais à la bibliothèque publique. J'utilisais leurs ordinateurs, tapant furieusement, essayant de reconstruire les morceaux de ma vie. Je n'avais plus les lettres d'acceptation physique, et je n'avais pas les identifiants pour les portails universitaires, car ils étaient imprimés sur les papiers que Carter avait brûlés. J'ai appelé les bureaux d'admission des 4 universités. J'ai supplié, j'ai plaidé, j'ai expliqué ma situation. Je suis désolé, m'a dit la voix à l'autre bout du fil pour mon premier choix de programme, la date limite pour accepter la bourse et soumettre votre dépôt d'inscription était il y a 2 semaines. Comme nous n'avons pas eu de vos nouvelles, les fonds ont été réalloués à un étudiant sur liste d'attente. Mais mon frère a détruit le courrier, ai-je argumenté, la voix brisée, debout devant une cabine téléphonique sous une pluie glaciale. Je peux vous renvoyer mes bulletins de notes. Je peux prouver qui je suis. Monsieur Johnson, je compatis à votre situation familiale, mais sans l'intention signée de s'inscrire avant la date limite, nous ne pouvons rien faire. La promotion est complète. Vous devrez postuler à nouveau l'année prochaine pour une admission générale, et la bourse complète n'est plus garantie. Clic. La tonalité sonnait comme un électrocardiogramme plat. J'ai appelé la 2e école, la 3e, la 4e. Les réponses étaient toutes des variations du même mur bureaucratique. Les dates limites sont les dates limites. Les règles sont les règles. Le monde ne s'arrête pas de tourner juste parce que votre famille a décidé de vous saboter. Je me souviens être rentré dans ma chambre du Queens ce soir-là. La neige fondue tombait fort, traversant ma fine veste. J'étais si fatigué que j'avais des hallucinations, voyant des ombres dans les coins de ma vision. Je suis passé devant la vitrine d'une banque, et j'ai aperçu mon reflet. J'étais dangereusement maigre, avec de grandes poches violettes sous les yeux. Je ressemblais à un chien errant. J'ai pensé à Carter.
Je l'imaginais dormant dans son lit douillet, dans sa chambre spacieuse, planifiant probablement son prochain week-end avec l'argent de mes parents. Il avait volé mon avenir, et il ne subissait aucune conséquence. Il allait hériter de la maison, des voitures, de tout l'héritage. Et moi, je me tenais sous la pluie glaciale dans le Queens, avec 5 € en poche. Une amertume sombre et lourde s'est installée dans mes os cette nuit-là. C'était une colère froide, le genre qui n'explose pas, mais qui brûle silencieusement, consumant tout ce qu'elle touche. J'ai réalisé que personne ne viendrait me sauver. L'univers n'allait pas équilibrer la balance, simplement parce que j'étais un bon gamin qui avait eu un mauvais sort. Si je voulais une vie, j'allais devoir l'arracher au béton de mes propres mains. Le point de rupture est survenu un mardi matin au café. Je fonctionnais avec exactement 2 heures de sommeil. La machine à expresso sifflait, la file d'attente s'étirait jusque dehors, et le bruit était assourdissant. Un homme dans un manteau de laine coûteux s'est approché du comptoir. Il a commandé une boisson compliquée, extrêmement spécifique. Je l'ai enregistré, mais dans mon épuisement, j'ai manqué une modification. Quand je lui ai tendu la tasse, il a pris une gorgée, a grincé des dents, et l'a violemment reposée sur le comptoir. Le couvercle a sauté, et le café brûlant a éclaboussé mon tablier, ma chemise et mes bras nus. J'avais dit du lait d'avoine, idiot, a-t-il aboyé, sans même s'excuser alors que le liquide bouillant me brûlait la peau. Je suis resté là, dégoulinant de café. Tout le café est devenu silencieux. Mon gérant s'est précipité, s'excusant instantanément auprès de l'homme, lui offrant une pâtisserie gratuite, et me lançant un regard noir. « Va te nettoyer, Matthew » a-t-il sifflé. Une erreur de plus comme celle-là, et c'est fini pour toi. Je suis allé dans les toilettes exiguës du personnel, et j'ai verrouillé la porte. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, mon tablier taché de marron foncé. J'ai agrippé les bords de l'évier si fort que mes articulations sont devenues blanches. Une boule s'est formée dans ma gorge, épaisse et étouffante. L'injustice flagrante de tout cela s'est abattue sur moi. J'étais brillant. J'étais censé être assis dans un amphithéâtre de médecine, pas me faire jeter du café dessus par un inconnu arrogant tout en me battant pour un salaire minimum. J'ai fini mon service dans un silence total. Quand je me suis enfin traîné jusqu'à ma chambre au-dessus de la laverie ce soir-là, j'ai jeté mon sac par terre. J'ai ouvert la poche latérale pour prendre mon chargeur de téléphone, et un morceau de papier s'est envolé. C'était une photographie, la seule photographie que j'avais emballée par accident lors de ma fuite. Elle avait été prise quelques années auparavant, à Noël. Mon père, ma mère, Carter et moi. Nous sourions tous. Nous avions l'air d'une famille normale et heureuse. Je l'ai ramassée. J'ai fixé le visage suffisant de Carter. J'ai regardé la main de mon père, posée fièrement sur l'épaule de Carter. Je me suis approché de la plaque chauffante électrique. Je l'ai mise au maximum. La bobine métallique a commencé à briller d'un orange vif. J'ai pris une poêle bon marché que j'avais trouvée dans une friperie, et je l'ai posée sur la plaque. J'ai tenu la photo par le coin, et je l'ai abaissée dans la poêle chaude. J'ai regardé les bords s'enrouler. J'ai regardé le revêtement plastique faire des bulles et fondre. J'ai regardé le feu prendre, dévorant le visage de mon père, puis celui de ma mère, puis celui de Carter. La fumée a rempli la minuscule pièce, avec une odeur toxique et piquante. Regarder cette photo brûlée ressemblait à des funérailles. Pas des funérailles pour eux, mais les funérailles de l'espoir désespéré d'avoir un jour une vraie famille. Quand il n'est plus resté qu'une pile de cendres noires dans la poêle, je l'ai passé sous l'évier, et j'ai tout évacué dans le drain. C'était fini. Le passé était mort. Le lendemain matin, j'essuyais les comptoirs du café quand Elia est arrivé pour son service. Elia était un homme d'une 40aine d'années, un type imposant avec une barbe grisonnante, et des yeux qui en avaient trop vu. C'était le superviseur de l'équipe, et il restait généralement dans son coin, mais il avait vu l'incident du café la veille. Il a versé 2 tasses de café noir, en a fait glisser une vers moi, et s'est appuyé contre le comptoir. « Tu as l'air de porter un fantôme sur ton dos, petit » a dit Elia, d'une voix grave. D'habitude, je repoussais les gens, mais l'épuisement a fait s'effondrer mes défenses. Je lui ai raconté, pas tout, mais assez. Je lui ai parlé des bourses, du feu, de la fuite, et des refus brutaux des universités. Elia a écouté sans m'interrompre.
Il a pris une lente gorgée de son café. Je comprends, a-t-il dit doucement. Il y a 10 ans, j'ai traversé un divorce qui m'a déchiré en deux. Mon ex-femme avait un excellent avocat. Elle a pris la maison, les économies, et le pire, c'était la bataille pour la garde. J'ai perdu mes enfants parce que je n'avais pas les moyens de louer un logement avec une chambre supplémentaire. J'ai passé 3 ans à me noyer dans l'alcool dans un studio en sous-sol. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu es bloqué sur l'injustice de la chose, Matthew. Tu continues à contacter ces écoles, en racontant ton histoire triste, espérant qu'elles auront pitié de toi. Le monde ne récompense pas les victimes. Il respecte les survivants. Arrête de leur écrire des lettres pour demander de la sympathie. Tu dois écrire un manifeste de survivants. Tu dois leur montrer que ce qui s'est passé ne t'a pas brisé, cela t'a aiguisé. Cette conversation a changé la trajectoire de ma vie. Elia avait raison. J'avais joué le rôle du gamin traumatisé. Je devais devenir l'homme indéniablement trop doué pour être ignoré. J'ai arrêté de dormir. Ou plutôt, j'ai redéfini ce que signifiait dormir. Le sommeil est devenu une série de siestes de 20 minutes prises dans le métro, ou en m'appuyant contre une pile de cartons dans l'entrepôt médical. Elia est devenu mon stratège officieux. Il me laissait utiliser l'ordinateur du bureau du café après les heures de fermeture. J'ai arrêté d'appeler les universités qui m'avaient rejeté. Cette porte était fermée. J'avais besoin d'une nouvelle porte, même si je devais la défoncer. J'ai commencé à faire des recherches sur les voies non traditionnelles pour entrer dans la recherche médicale. J'ai trouvé un programme passerelle. C'était un cursus de sciences prémédicales en ligne, rigoureux et hautement compétitif, géré par une université prestigieuse. Il était conçu pour les professionnels cherchant une transition vers la médecine, et il était notoirement difficile d'y entrer. Les frais de scolarité étaient élevés, mais ils offraient quelques bourses complètes pour les candidats exceptionnels. J'ai postulé, mais cette fois, ma rédaction personnelle ne parlait pas d'un garçon dont le frère avait brûlé son courrier. C'était une analyse de sang-froid sur la façon dont l'adversité extrême cultive une résilience extrême. J'ai écrit sur la biochimie du stress, en utilisant ma propre vie comme étude de cas. J'ai écrit comment la gestion des stocks dans un entrepôt médical, tout en fonctionnant avec un minimum de sommeil, démontrait une capacité de performance sous haute pression qu'aucun cours de lycée ne pourrait jamais enseigner. J'ai soumis ma candidature, et j'ai repris le collier. Les semaines se sont transformées en mois. L'hiver a dégelé pour laisser place à un été new-yorkais brutal et humide. La chaleur dans la chambre au-dessus de la laverie était étouffante. Je continuais à cumuler mes 3 boulots. Le bilan physique était lourd, j'ai perdu 7 kilos que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mes mains tremblaient à cause de la caféine et de l'adrénaline. Il y avait des jours où je me tenais sur le quai du métro, regardant les rails, ressentant une dangereuse sensation d'attraction. Le poids de la lutte m'écrasait. Mais chaque fois que je me sentais faible, j'imaginais Carter. Je l'imaginais conduisant dans notre ville natale, arrogant et à l'aise. J'imaginais mon père me disant que j'étais un mauvais investissement. Cette rage était le carburant qui faisait battre mon cœur. Nous étions à la mi-octobre. La ville commençait tout juste à se refroidir à nouveau. Je venais de finir mon service à l'entrepôt, et je rentrais dans le Queens dans le métro brinque-ballant de la ligne G. La rame était vide, à l'exception d'un type qui dormait dans un coin. J'ai sorti mon smartphone d'occasion fissuré de ma poche. Il était 2h13 du matin. J'avais une nouvelle notification par email. L'expéditeur était le comité d'admission du programme Passerelle. Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran. C'était le moment. Si c'était un refus, je ne savais pas combien de temps mon corps pourrait encore tenir. J'ai cliqué sur le message. L'écran était brisé pile au milieu, déformant le texte, mais j'ai pu lire les lettres en gras en haut. « Cher Monsieur Johnson, félicitations. » J'ai arrêté de respirer. J'ai lu la ligne suivante, « Nous sommes ravis de vous offrir l'admission dans la cohorte avancée des sciences prémédicales. » De plus, le comité a été profondément ému par la ténacité démontrée dans votre candidature. Nous sommes heureux de vous accorder la bourse d'excellence du doyen, couvrant l'intégralité des frais de scolarité et offrant une allocation de subsistance pour la durée de vos études. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'ai relu le message, encore et encore. Scolarité complète, une allocation de subsistance. Cela signifiait que je pouvais quitter le centre d'appel.
Cela signifiait que je pouvais quitter l'entrepôt. Cela signifiait que je pouvais enfin étudier, pour de vrai. Je n'ai pas crié de joie. Je n'ai pas sauté partout. Je me suis assis sur le siège en plastique dur du métro, j'ai enfoui mon visage dans mes mains couvertes d'ampoules, et j'ai pleuré en silence. J'ai pleuré pour le garçon de 18 ans qui avait tout perdu dans un feu. Mais surtout, j'ai pleuré parce que j'avais enfin compris quelque chose de profond. Personne n'était descendu du ciel pour me sauver. Ma famille m'avait enterré vivant, et je m'étais extrait de la terre avec mes propres doigts ensanglantés. Je m'étais sauvé moi-même. Le lendemain matin, je suis entré dans le café, et j'ai tendu mon tablier au gérant. Je suis allé voir Elia, qui essuyait la machine à expresso. J'ai affiché l'email sur mon téléphone, et je l'ai posé sur le comptoir. Elia l'a lu. Un sourire lent et massif a éclairé son visage. Il s'est essuyé les mains sur une serviette, et m'a serré dans une accolade à m'en briser les côtes. Je te l'avais dit, petit, a-t-il ri, la voix tonitruante. Les survivants. J'ai déménagé de la chambre au-dessus de la laverie une semaine plus tard. J'ai loué un petit studio calme à Brooklyn avec la première mensualité de mon allocation. Ce n'était rien de luxueux, mais il y avait un bureau, une fenêtre qui fermait correctement, et c'était calme. Je me suis assis à ce bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable tout neuf fourni par l'université, et je me suis préparé à partir en guerre. La phase de survie était terminée. La phase de construction venait de commencer. Le programme passerelle était brutal, par conception. Il était fait pour éliminer quiconque n'était pas absolument obsédé par la science. Pour moi, c'était comme de l'oxygène. Après des années à transporter des cartons, et à subir les insultes des clients, mémoriser les voies de la chimie organique et les structures de la biologie cellulaire était un privilège. Comme je n'avais pas de vie sociale, pas de famille à visiter pour les vacances, ni aucune distraction, je me suis jeté dans les cours avec une intensité terrifiante. J'absorbais les informations à une vitesse qui commençait à alarmer mes professeurs. Je ne me contentais pas de mémoriser le manuel, je l'analysais, je trouvais des failles dans les anciennes recherches, et je posais des questions pendant les séminaires virtuels auxquels les instructeurs devaient prendre du temps pour répondre. C'est ainsi que j'ai attiré l'attention du docteur Elena Mercé. Le docteur Mercé était une légende dans le département. C'était une immunologiste brillante, dure comme l'acier, et célèbre pour faire échouer les étudiants qui ne respectaient pas ses standards impossibles. Elle ne supportait pas les imbéciles, et n'avait aucune patience pour les excuses. Pendant mon deuxième semestre, on nous a assigné un énorme papier de recherche sur les réponses auto-immunes. La plupart des étudiants ont résumé la littérature existante. Moi, j'ai passé 3 semaines enfermé dans mon appartement, à analyser les ensembles de données brutes d'un essai clinique récent et très controversé. J'ai proposé une toute nouvelle voie théorique sur la façon dont certaines cellules immunitaires font fausse route, et attaquent les tissus sains. J'ai soumis mon travail. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message du docteur Mercé, m'ordonnant de me rendre à son bureau physique sur le campus principal. Je suis entré dans son bureau, une pièce débordant de revues et de modèles médicaux. Elle était assise derrière son bureau, tenant mon papier imprimé. Il était couvert d'encre rouge. Mon estomac s'est noué, je pensais avoir échoué. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Matthew, a-t-elle dit brusquement. Asseyez-vous. Je me suis assis sur le bord de la chaise. Elle a jeté le papier sur le bureau. Qui vous a aidé à écrire ça? Personne, docteur Mercé, ai-je répondu, confus. J'ai fait les recherches moi-même. Elle s'est penchée en avant, ses yeux fixés dans les miens. Cette hypothèse sur la boucle de signalisation des macrophages. C'est très irrégulier. Cela contredit 2 articles majeurs publiés l'année dernière. Je sais, ai-je dit, le cœur battant la chamade. Mais si vous regardez les données brutes de l'essai, le groupe témoin présentait une réponse inflammatoire secondaire que ces articles ont écartée comme une anomalie. Je ne pense pas que c'était une anomalie. Je pense que c'est le déclencheur principal. Le docteur Mercé m'a fixé pendant une longue minute inconfortable. Le silence était épais. Puis, lentement, le coin de sa bouche s'est relevé. Vous réfléchissez comme un chercheur, Matthew, a-t-elle dit doucement, pas seulement comme un étudiant. Vous avez l'instinct d'un scientifique. Vous voyez les brèches dans le mur que tout le monde ignore. Entendre ces mots de la part d'une femme de sa stature. C'était indescriptible.
pendant 18 ans, mon père m'avait dit que j'étais inutile. Carter avait convaincu le monde que j'étais le frère lent et sans talent. Et voilà que l'un des esprits les plus brillants de la médecine me disait que j'avais un don. C'était la première fois que la plaie profonde et purulente dans ma poitrine commençait enfin à guérir. Je vous propose pour la bourse de recherche interne de l'université, a continué le docteur Mercé, en ouvrant un dossier. C'est un poste entièrement financé dans mon laboratoire. Vous mènerez de vrais essais basés sur cette hypothèse. Si vous réussissez, nous publions. Si vous échouez, vous apprenez. Êtes-vous prêt pour cela? Oui, ai-je dit sans hésitation. Entrer dans le laboratoire du docteur Mercé, c'était comme entrer dans un univers différent. J'ai troqué mon tablier taché de café contre une blouse blanche. J'ai appris à utiliser la cytométrie en flux, à cultiver des cellules, à extraire de l'ARN. Je vivais pratiquement au laboratoire. Mon hypothèse était solide. Les premiers tests montraient des résultats incroyables. La science fonctionnait. Je devenais enfin la personne que j'étais censé être. Je me sentais intouchable, mais j'avais oublié une règle cruciale concernant ma famille, ils apparaissent toujours quand vous avez enfin quelque chose qui vaut la peine d'être détruit. L'université a fièrement publié une annonce sur ses pages de médias sociaux concernant les bénéficiaires de la bourse. Cela incluait un court profil mentionnant mon parcours non conventionnel vers la recherche médicale, et louant mon dévouement. C'était censé être une histoire inspirante pour les anciens élèves. 2 jours après la publication, mon téléphone a vibré avec une alerte, quelqu'un m'avait identifié dans la section des commentaires. J'ai ouvert l'application. Là, sous la photo de moi en blouse blanche, se trouvait un commentaire d'un compte que j'ai reconnu instantanément. C'était Carter. Parcours non conventionnel? C'est une façon polie de dire qu'il a abandonné la fac, et qu'il n'a pas pu supporter de vraies études la première fois. Ne glorifiez pas l'échec. Notre famille a essayé de l'aider, mais certaines personnes refusent simplement de travailler dur. J'ai fixé l'écran. Le sang s'est retiré de mon visage. Mes mains ont commencé à trembler, d'un tremblement violent et incontrôlable qui faisait cliqueter le téléphone contre mon bureau. En quelques heures, d'autres personnes, des inconnus, des anciens élèves, probablement des gens que Carter avait dirigés là, ont commencé à répondre à son commentaire. Il riait. Il remettait en question les standards de l'université. Il se moquait de cette « histoire de larmes ». Attendez, alors ils ont donné une énorme bourse à un barista qui n'a même pas fini une licence normale, disait un commentaire. On dirait un coup de pub de l'université. Quelle blague, disait un autre. J'ai senti l'air se raréfier dans la pièce. Peu importait que je sois un homme adulte dans un laboratoire prestigieux. À ce moment-là, j'avais de nouveau 18 ans, debout dans le jardin, regardant mon avenir se transformer en cendres pendant que Carter souriait. Il m'avait retrouvé à travers les frontières des États, à travers des années de silence. Il avait flairé mon succès, et y avait jeté une allumette. La panique était totale. J'ai verrouillé la porte du labo. Ma poitrine était oppressée, ma respiration superficielle. J'imaginais le conseil d'administration voyant ces commentaires. J'imaginais la bourse révoquée. La honte était un poids physique me clouant au sol. Le fantôme de mon passé avait surgi de la tombe, et m'avait saisi à la gorge. J'ai immédiatement rédigé un email au bureau de communication de l'université pour leur demander de supprimer le message. Ensuite, j'ai rédigé un email au docteur Mercé, lui disant que je devais me retirer du programme de bourse pour des raisons personnelles. J'allais m'enfuir. C'était une réaction traumatique, pure et simple, se cacher avant qu'il ne puisse me faire encore plus de mal. Avant que je ne puisse cliquer sur envoyer, on a frappé un coup sec à la porte du labo. Matthew, ouvrez la porte, a exigé une voix ferme. C'était le docteur Mercé. J'ai essuyé mon visage, pris une respiration tremblante, et j'ai ouvert. Elle est entrée d'un pas décidé, tenant une tablette. L'écran affichait la section des commentaires de la publication. « Avez-vous vu ça ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé le sol. « Oui, je suis désolé, docteur Mercé. J'étais justement en train de vous écrire un email. Je vais me retirer. Je ne veux pas attirer une attention négative sur le laboratoire, ou sur votre réputation. » Le docteur Mercé a claqué la tablette sur un établi en acier. Le son a résonné comme un coup de feu. J'ai sursauté. « Asseyez-vous » a-t-elle ordonné.
Je me suis assis sur un tabouret. Elle se tenait au-dessus de moi, son expression mêlant fureur et concentration intense. « Matthew, regardez-moi » a-t-elle dit. J'ai forcé mes yeux à rencontrer les siens. Est-ce que ce que cet idiot a écrit est vrai? Avez-vous abandonné parce que vous étiez paresseux? Non, ai-je chuchoté. Avez-vous échoué par manque d'intellect? Non. Alors pourquoi diable laissez-vous un homme, qui se sent manifestement menacé par votre ombre, dicter votre carrière, a-t-elle demandé, la voix montant d'un ton. Je me fiche des commentaires sur Facebook. Le conseil d'administration se fiche des trolls. Ce qui nous importe, ce sont les données. Ce sont les résultats. Elle s'est penchée plus près, sa voix tombant dans un murmure féroce. Écoutez-moi très attentivement. Si vous fuyez maintenant, vous lui donnez raison. Vous lui donnez le pouvoir d'écrire votre biographie. Votre travail n'est pas de vous cacher, Matthew. Votre travail est de rendre votre œuvre si indéniablement brillante, si absolument fondamentale pour ce domaine, que les petits hommes mesquins comme lui ne deviennent rien de plus que des notes de bas de page dans votre histoire. Écrasez-les avec l'excellence. Comprenez-vous? Je l'ai fixé. La panique a commencé à refluer lentement, remplacée par une clarté froide et dure. Elle avait raison. J'avais passé des années à construire une forteresse de connaissances, et j'étais sur le point d'en remettre les clés parce que Carter avait jeté un caillou à la fenêtre. Je comprends, ai-je dit, la voix s'affermissant. Bien, a-t-elle tranché, en reprenant sa tablette. J'ai demandé à l'équipe de communication de bloquer son adresse IP, et de supprimer les commentaires diffamatoires. Maintenant, remettez-vous au travail. Nous avons une culture cellulaire à examiner. Ce jour-là a marqué la mort définitive de ma peur. Carter avait essayé sa pire arme, l'humiliation publique, et j'y avais survécu. J'ai réalisé alors que ces attaques n'étaient pas des signes de pouvoir, mais des signes de désespoir. Il me voyait monter, et cela le rendait fou. Je me suis jeté dans la recherche avec une rage renouvelée. Au cours des 2 années suivantes, j'ai pratiquement vécu au laboratoire. Notre hypothèse s'est avérée exacte, nous avons découvert un mécanisme capable de prédire les poussées auto-immunes des semaines avant l'apparition des symptômes. C'était révolutionnaire. J'ai publié mon premier article en tant qu'auteur principal, puis un deuxième. Mon nom a commencé à apparaître dans les revues médicales majeures. J'ai été invité à parler dans des colloques. Je n'étais plus le gamin du Queens, j'étais le docteur Matthew Johnson, une étoile montante dans le monde de l'immunologie. J'avais construit mon armure avec la science, et elle était impénétrable. Pendant que je bâtissais un héritage fondé sur des données vérifiables, et des heures exténuantes au labo, Carter construisait un château de cartes. Comme j'avais rompu tout contact direct, je ne savais ce qui arrivait à ma famille que par d'occasionnelles recherches sur Google, une curiosité morbide que je m'autorisais peut-être une fois par an. Le contraste entre nos vies était saisissant. Mon père avait fait son choix, il avait investi ses ressources dans l'enfant prodige, et l'enfant prodige était en train de le vider de son sang. Carter avait toujours été un maître des apparences. C'était le genre de gars qui achetait le costume cher avant même d'avoir l'entretien d'embauche. Il avait enchaîné les échecs commerciaux. D'abord, une start-up technologique qui a fait faillite en 6 mois. Ensuite, une agence de marketing de luxe qui a perdu ses 2 seuls clients. Pendant tout ce temps, mes parents réglaient la note. Le joyau de son absurdité fut la voiture. Je me souviens avoir vu une photo qu'il avait publiée en ligne, Carter, appuyé contre une Porsche 911 noire métallisée toute neuve. Il portait une montre de marque et un blazer sur mesure, souriant comme s'il venait de conquérir Wall Street. La légende disait, le travail acharné finit par payer. Prochaine étape, changer l'industrie de la santé. J'ai découvert plus tard, grâce au registre public de propriété, que mes parents avaient contracté une énorme deuxième hypothèque sur leur maison pour acheter cette voiture, et injecter du liquide dans sa nouvelle entreprise. Ils vidaient leur compte de retraite, hypothéquaient leur héritage, risquant tout leur avenir financier pour maintenir l'illusion que Carter était un succès. Sa nouvelle affaire était une entreprise de relations publiques et de conseil en bien-être. C'était essentiellement une société écran. Il utilisait des mots à la mode, des sites web tape à accent grave-l'œil et un réseautage agressif pour attirer des investisseurs de second rang. Mais c'est là que sa jalousie s'est transformée en erreur fatale. Carter savait qu'il n'avait aucune substance. Il savait qu'il échouait. Et il savait que,
parce que mon nom devenait important dans les cercles académiques, son petit frère réussissait. Alors, il a fait ce qu'un parasite fait de mieux, il a essayé de s'attacher à un hôte. J'ai commencé à recevoir d'étranges emails d'investisseurs que je n'avais jamais rencontrés, me posant des questions sur mon partenariat avec l'entreprise de Carter. J'ai creusé la question. J'ai découvert que Carter utilisait mon nom dans ses dossiers de présentation. Il ne forgeait pas ma signature, il était trop lâche pour une fraude pure et simple à ce stade, mais il suggérait fortement un lien professionnel. Il appelait son entreprise une « initiative de santé familiale ». Il suggérait subtilement que le brillant Dr Matthew Johnson était le cerveau scientifique derrière ses produits de bien-être. Il utilisait ma crédibilité durement acquise pour escroquer les gens, afin de payer sa Porsche. Je me suis assis dans mon bureau, regardant les documents promotionnels qu'un investisseur confus m'avait transférés. C'était nauséabond. Après avoir jeté mes lettres d'université dans un feu et m'avoir dit de déguerpir, il essayait maintenant de profiter de mon succès pour sauver son navire en train de couler. J'aurais pu envoyer une mise en demeure dès ce moment-là. J'aurais pu appeler mes parents et leur hurler dessus, mais je ne l'ai pas fait. La science vous apprend la patience. On n'intervient pas trop tôt dans une réaction, sinon on gâche le résultat. On observe. On rassemble des données. On attend le moment parfait pour introduire le catalyseur. Carter était une tique gonflée de s'envoler, marchant aveuglément vers une falaise. J'ai réalisé que l'avertir ne ferait que le faire changer de direction. Si je voulais vraiment protéger mon nom, et m'assurer qu'il ne puisse plus jamais m'utiliser, je devais le laisser franchir le bord. J'ai engagé une avocate d'affaires, une femme brillante et impitoyable nommée Chloé. Je lui ai remis tous les emails, les dossiers de présentation, et les preuves de son association implicite. « Que voulez-vous faire, Matthew » a demandé Chloé, en examinant les documents dans son bureau chic de Manhattan. Nous pouvons arrêter cela aujourd'hui. Une simple mise en demeure juridique le terrifiera. Non, ai-je dit, en regardant par la fenêtre la silhouette de la ville. Si nous le frappons maintenant, il jouera la victime. Il dira à mes parents que je le harcèle. Il va manipuler les faits. Je veux que vous construisiez un dossier en béton armé. Documentez chaque mensonge, chaque fausse déclaration. Chaque fois qu'il utilise mon nom pour obtenir des capitaux, suivez l'argent, suivez les investisseurs. Chloé a haussé un sourcil, un sourire de prédatrice se formant sur ses lèvres. Vous voulez construire une guillotine? Je veux construire un coffre-fort, ai-je corrigé. Un coffre-fort de vérité si lourd que, quand je le laisserai enfin tomber sur lui, il ne pourra jamais s'en extirper. Alors, j'ai attendu. Je suis retourné à mon labo. J'ai continué mes recherches. J'ai laissé Carter conduire sa Porsche. J'ai laissé mes parents croire que leur investissement portait ses fruits. Je les ai laissés vivre dans leur illusion pendant que je préparais tranquillement, méticuleusement, le jour où la facture tomberait. Ce jour approchait plus vite que nous ne le pensions, et la scène était prête pour Boston. 5 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais commencé mes recherches. J'avais maintenant 32 ans. Les données que nous avions recueillies dans le laboratoire du docteur Mercer n'étaient plus seulement une théorie, c'était un modèle prouvé, évalué par des pairs, qui changeait la façon dont les hôpitaux abordaient les maladies auto-immunes précoces. Grâce à cela, j'ai été invité comme conférencier principal au sommet mondial de l'immunologie à Boston. Ce n'était pas un petit rassemblement. C'était le Super Bowl de la recherche médicale. Des milliers de médecins, de dirigeants de l'industrie pharmaceutique et d'investisseurs en capital risque du monde entier seraient dans cet auditorium. C'était le moment où ma carrière passerait de chercheur prometteur à leader de l'industrie. Une semaine avant la conférence, j'étais assis dans mon bureau, passant en revue mes diapositives, quand ma ligne directe a sonné. Dr Johnson, a dit une voix féminine nerveuse. Je m'appelle Sarah. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais l'assistante exécutive de votre frère, Carter. Je me suis redressé sur ma chaise. Était? J'ai démissionné hier, a dit Sarah, la voix tremblante. Il est instable. Il n'a pas payé son personnel depuis 2 mois, et il évite les appels de ses principaux investisseurs. Mais ce n'est pas pour cela que j'appelle. Continuez, ai-je dit, en activant l'enregistreur d'appel sur mon téléphone. Carter sait que vous parlez au sommet de Boston. Il est terrifié. Son plus gros investisseur, une entreprise de technologie médicale, sera présent.
Il leur a dit que vous lanciez une entreprise commune tous les deux, et il leur a promis que vous l'annonceriez pendant votre conférence. J'ai laissé échapper un rire sardonique. Il a promis quoi? Il a utilisé une fausse adresse email en prétendant être votre manager, a avoué Sarah. Il a forgé un accord disant que vous apportez vos brevets à son entreprise. Matthew, il s'envole pour Boston. Il prévoit de vous tendre une embuscade à la conférence, de forcer une photo publique, et de vous piéger en vous forçant à le reconnaître devant la presse pour valider ses mensonges. Si vous le niez, il a une équipe de relations publiques prête à inonder le hashtag de la conférence de rumeurs disant que vous avez volé les recherches à son entreprise. L'audace de la chose était stupéfiante. Il était acculé, noyé sous les dettes, et sa stratégie de survie consistait à prendre ma réputation en otage devant toute la communauté scientifique. « Pourquoi me dites-vous cela, Sarah ?» ai-je demandé. « Parce qu'il m'a licencié quand j'ai refusé de falsifier un état financier », a-t-elle dit avec amertume. « Et parce que c'est un fraudeur. J'ai envoyé un fichier sécurisé sur votre email. Il y a tout, les faux emails, les dossiers d'investisseurs, les contrats falsifiés. Faites-en ce que vous voulez. » Elle a raccroché. J'ai ouvert mon email. Le fichier était là. C'était une mine d'or de crimes fédéraux, fraude électronique, faux, vol d'identité. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas ressenti l'anxiété écrasante que j'avais éprouvée des années auparavant, quand il avait commenté ma publication universitaire. J'ai ressenti un calme froid et absolu. Les pièces étaient enfin en place. J'ai décroché le téléphone et appelé mon avocate. « Chloé, c'est le moment », ai-je dit. Il a franchi la ligne entre la fausse déclaration et la fraude criminelle. Je vous envoie un fichier. Une demi-heure plus tard, Chloé m'a rappelé. Elle semblait essoufflée. Matthew, c'est un bain de sang. Si nous remettons cela à la SEC ou au FBI, il va en prison fédérale. Ces investisseurs vont le poursuivre jusqu'à la fin des temps. Rédiger la mise en demeure. Rédiger le désaveu public, ai-je ordonné. Je veux que ce soit tamponné, notarié, et juridiquement inattaquable. Préparez des copies. Déposons-nous la plainte aujourd'hui, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu, fixant mes diapositives de présentation sur l'écran. Si nous le faisons discrètement avec des avocats, il va manipuler l'histoire pour nos parents, et dire que c'est un malentendu. Il va jouer la victime. Il doit être arrêté publiquement, dans une arène où ces manipulations ne valent absolument rien. Vous voulez le faire au sommet de Boston, a réalisé Chloé. Je vais le laisser marcher droit dans son propre piège, ai-je dit. J'ai passé les 3 jours suivants à peaufiner ma présentation. Je me suis assuré que la science était impeccable. J'ai anticipé chaque question hostile. J'ai pratiqué mon discours jusqu'à ce que ma voix soit rauque. Je ne préparais pas seulement une conférence médicale, je préparais une exécution publique. J'ai fait mes valises pour Boston. J'ai pris un costume sur mesure, qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en un mois au café autrefois. J'ai pris la clé USB avec ma présentation. Et dans un dossier sécurisé dans ma mallette, j'ai pris les documents juridiques notariés que Chloé avait préparés. Carter pensait qu'il allait tendre une embuscade à un gamin effrayé. Il ne réalisait pas que le gamin était mort, et qu'il marchait dans la ligne de mire d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, et tout à protéger. L'atmosphère au sommet de Boston était électrique. L'immense centre de convention bourdonnait de milliers de professionnels. Les caméras flashaient, les reporters faisaient des interviews dans le hall, et les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Je me tenais en coulisses, écoutant le brouhaha de la foule. J'ai ajusté ma cravate. Mon cœur battait régulièrement, je ne ressentais aucune peur. 10 minutes avant mon passage, l'organisatrice de la conférence s'est précipitée en coulisses, l'air affolé. « Dr Johnson », a-t-elle dit, « il y a une situation. Un homme nommé Carter Johnson est à l'entrée de la presse. Il provoque une scène, affirmant qu'il est votre partenaire commercial et exigeant un accès VIP à la scène pour une annonce commune. » J'ai souri, d'un sourire serré et prédateur. « Laissez-le entrer », ai-je dit. « Mettez-le au premier rang, et assurez-vous que les caméras aient une vue dégagée sur lui. » L'organisatrice a semblé confuse, mais a hoché la tête et s'est dépêchée de partir. Je suis monté sur scène. Les applaudissements ont déferlé sur moi. L'auditorium était massif, une mer de visages s'étendant jusque dans l'obscurité.
Je me suis approché du podium, et j'ai regardé le premier rang. Il était là, Carter. Il portait un costume tape à accent grave-l'œil, les cheveux gominés en arrière. Il avait l'air plus vieux, fatigué, le stress de ses mensonges gravant des rides profondes sur son visage. Il a croisé mon regard et m'a fait un pouce levé, un sourire faux et désespéré plaqué sur son visage. Il pensait vraiment que cela allait marcher. Il pensait que je serais trop intimidé par la foule pour faire une scène, et que je jouerais le jeu pour éviter un scandale. Je l'ai ignoré. J'ai commencé ma présentation. Pendant 45 minutes, j'ai dominé la salle. Je les ai guidés à travers les données, les échecs, les percées. J'ai parlé avec une autorité absolue. Je voyais les poids lourds de l'auditoire hocher la tête en signe d'approbation. Je voyais les dirigeants de l'industrie pharmaceutique chuchoter entre eux, en prenant des notes. Je dominais l'espace, et je voyais la panique monter dans les yeux de Carter. Il réalisait, peut-être pour la première fois, le gouffre massif entre nous. C'était un escroc jouant à être quelqu'un d'important, moi, j'étais l'homme de la situation. Alors que je terminais la partie scientifique, la séance de questions-réponses a commencé. Un chercheur éminent nommé Nathan, connu pour être impitoyablement sceptique, s'est levé au micro. Dr Johnson, vos données sont convaincantes. Cependant, des rumeurs circulent en ligne ce matin, émanant apparemment de votre propre équipe de relations publiques, disant que ce modèle a été fortement dérivé d'algorithmes exclusifs développés par une start-up de bien-être externe. Voulez-vous clarifier ce point? La salle est devenue d'un silence de mort. Carter avait déclenché sa campagne de dénigrement. Il a bougé sur son siège, l'air incroyablement suffisant. Je me suis penché vers le micro. Je suis ravi que vous posiez la question, Nathan. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. L'écran géant derrière moi est passé de graphiques médicaux complexes à un fond noir austère. 4 images sont apparues à l'écran, ce n'étaient pas des diagrammes médicaux. C'étaient des scans haute résolution de 4 reçus, les reçus de la bibliothèque publique où j'avais payé pour imprimer les formulaires de récupération pour mes bourses. Les dates étaient clairement visibles, il y a 15 ans. Une rumeur dit que mon succès est une initiative familiale, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Laissez-moi être totalement transparent sur mes origines. J'ai regardé directement Carter. Son expression suffisante a disparu, remplacée par une terreur pure. Il y a 15 ans, mon frère, qui est assis au premier rang aujourd'hui, a jeté mes 4 lettres de bourse de médecine dans un barbecue et les a brûlées, ai-je dit. L'auditoire a eu un hoquet de surprise. Un choc collectif a parcouru les milliers de professionnels. Il a fait cela avec le plein soutien de mes parents, qui m'ont dit que j'étais un gaspillage de ressources. Je me suis retrouvé sans abri avec 38 € en poche. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Une nouvelle diapositive est apparue. C'était une capture d'écran de l'email falsifié que Carter avait envoyé aux investisseurs, à côté de l'ordre de mise en demeure légale portant le sceau du cabinet de Chloé. L'homme au premier rang fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude électronique. Il a falsifié ma signature, et utilisé mon nom pour escroquer des investisseurs afin de financer son train de vie. Je n'ai pas de partenaire commercial. Je n'ai pas d'équipe de relations publiques, et je n'ai certainement pas de famille. Les caméras ont pivoté immédiatement, se braquant directement sur Carter. Les flashs ont éclaté comme un stroboscope. J'ai construit cette recherche sur les cendres de l'avenir qu'il a essayé de détruire, ai-je conclu, ma voix résonnant avec une fermeté finale. Certaines formes de destruction ne mettent pas fin à une vie, elles en définissent la direction. Merci. Le silence a duré 1 seconde, 2 secondes, puis les applaudissements ont commencé. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'était une ovation debout tonitruante. Toute la salle s'est levée. J'ai regardé en bas, Carter essayait de se couvrir le visage devant les caméras, trébuchant sur les chaises alors qu'il tentait désespérément de fuir l'auditorium. Des agents de sécurité se dirigeaient déjà vers lui. La tempête avait éclaté, et j'étais le seul encore debout. Les retombées de la conférence de Boston furent absolues. En moins de 48 heures, l'entreprise de technologie médicale que Carter courtisait a retiré son financement. 2 autres investisseurs providentiels ont déposé des plaintes au civil. La start-up de Carter, qui n'était qu'un château de cartes fondé sur mon nom et une promotion bidon qu'il s'était octroyée, s'est complètement effondrée. Je suis retourné à mon laboratoire à New York, j'ai coupé le bruit.
J'avais une équipe de chercheurs brillants qui comptaient sur moi, et nous étions sur le point de finaliser un modèle prédictif qui allait changer le traitement des maladies auto-immunes dans le monde entier. Une année a passé. J'avais 33 ans. C'était un mardi matin d'octobre. J'étais assis dans mon bureau, buvant une tasse de café médiocre, et examinant une proposition de bourse quand mon portable a sonné. L'identifiant affichait un numéro international, la Suède. J'ai répondu. Dr Johnson à l'écoute. Dr Matthew Johnson, a dit une voix avec un fort accent européen. Restez en ligne pour le secrétaire général de l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai arrêté de respirer. On entend des rumeurs dans la communauté scientifique. On sait quand ces travaux sont évalués, mais on ne croit jamais vraiment que l'appel va arriver. Une nouvelle voix est arrivée sur la ligne. Dr Johnson, c'est un immense privilège de vous informer que vous avez été lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine, pour vos découvertes concernant les mécanismes prédictifs de la réponse auto-immune. Je ne me souviens pas du reste de la conversation. Je me souviens avoir agrippé le bord de mon bureau si fort que mes articulations ont craqué. Je me souviens avoir raccroché, m'être levé, et être sorti dans le laboratoire principal. Toute mon équipe me regardait. On l'a eu, ai-je chuchoté. Le labo a explosé de joie. Les gens criaient, pleuraient, s'enlaçaient. C'était l'apogée de la réussite humaine dans notre domaine. C'était l'immortalité. En moins d'une heure, la nouvelle a fait le tour de la presse mondiale. Mon visage était à la une de tous les grands médias. Le gamin à qui on avait dit qu'il était un gaspillage de ressources était maintenant un lauréat du prix Nobel. Et comme par hasard, mon téléphone a commencé à vibrer. Cela a commencé par un SMS d'un numéro inconnu, Matthew, c'est papa. Nous avons vu la nouvelle. Nous sommes tellement incroyablement fiers de toi. Appelle-moi immédiatement, s'il te plaît. C'est une urgence. Ensuite est venu un autre SMS, puis un message vocal. Puis ma mère a commencé à appeler. À la fin de la journée, j'avais 58 appels manqués, et 128 messages de ma famille. Ils n'appelaient pas pour me féliciter. Ils appelaient parce que les murs se refermaient sur eux. Carter se noyait dans les frais d'avocat. Ces investisseurs avaient découvert la vérité, et les autorités fédérales le talonnaient. Mes parents avaient hypothéqué tout leur héritage, leur maison, et leur compte de retraite pour le renflouer de ses échecs précédents. Et maintenant, la banque menaçait de saisir leur maison. Ils étaient complètement démunis. Et soudain, leur fils rejeté était le scientifique le plus célèbre de la planète. Ils voyaient mon prix Nobel comme un canot de sauvetage. Ils pensaient pouvoir utiliser mon nouveau statut mondial pour se légitimer, pour convaincre les banques et les tribunaux que la famille était encore un investissement solide. J'ai écouté un message vocal de mon père. Matthew, décroche s'il te plaît. Sa voix suppliait, affolée et essoufflée. Carter a fait des erreurs, mais nous sommes une famille. La presse nous harcèle. Si tu fais juste une déclaration publique disant que tu soutiens ton frère, les investisseurs reculeront. Nous pouvons arranger ça. Appelle-moi. J'ai supprimé le message vocal. J'ai bloqué le numéro. J'ai ressenti une bouffée de dégoût absolu. Même maintenant, avec la plus haute distinction scientifique attachée à mon nom, il ne me voyait que comme un outil pour sauver l'enfant prodige. Je n'ai pas répondu. J'ai fait mes bagages pour Stockholm. J'allais accepter mon prix, et j'allais le faire seul. La semaine Nobel à Stockholm est une expérience surréaliste. On est traité comme de la royauté. Il y a des conférences, des banquets et des conférences de presse interminables. Mais le moment fort de la semaine, mis à part la cérémonie elle-même, est la réception formelle des donateurs. C'est un gala exclusif rempli de milliardaires, de chefs d'État, et des figures les plus influentes de la philanthropie mondiale. Je suis entré dans la grande salle du Grand Hôtel. La pièce ruisselait de lustre en cristal. Les tables étaient recouvertes de soie blanche, et un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Je portais un smoking sur mesure, tenant une coupe de champagne, discutant avec un diplomate suédois du financement d'un nouvel institut de recherche. Du coin de l'œil, j'ai vu un remue-ménage près de l'entrée. Les agents de sécurité essayaient de retenir 3 personnes. J'ai tourné la tête, c'était mon père, ma mère et Carter. Je n'ai toujours aucune idée de comment ils ont réussi à entrer dans l'hôtel,
et encore moins à franchir le périmètre de sécurité extérieure. Ils ont dû dépenser le dernier de leur argent emprunté pour s'envoler pour la Suède, espérant me tendre une embuscade dans un endroit où je ne pourrais pas facilement m'échapper. Mon père m'a repéré. Il a bousculé un serveur, ajusté son costume bon marché, et a marché droit vers moi. Ma mère suivait de près, l'air terrifié, serrant son sac à main. Carter les suivait, pâle et livide, entièrement dépouillé de son arrogance habituelle. Le diplomate avec qui je parlais a remarqué le changement dans mon expression. « Docteur Johnson, tout va bien ?» « Tout va bien, » ai-je dit, ma voix tombant dans un registre bas et dangereux. « Excusez-moi un instant. » Je me suis écarté de la foule, et j'ai intercepté ma famille près d'un massif arrangement floral. Matthew a haleté mon père, essayant de me serrer dans ses bras. J'ai levé la main, l'appuyant à plat contre sa poitrine, l'arrêtant net. « Ne me touchez pas. » Son visage est devenu rouge. Matthew baisse la voix. Les gens nous regardent. Laissez-les regarder, ai-je dit froidement. Que faites-vous ici? Ma mère a commencé à pleurer, ses larmes ruinant son maquillage. Nous sommes venus te soutenir, mon chéri. Tu vas recevoir le prix Nobel. Nous sommes ta famille. Nous devrions être ensemble. Vous êtes venu pour vous sauver vous-même, ai-je corrigé, fixant à travers ses fausses larmes. Votre maison étant saisie. Carter fait face à une inculpation fédérale. Vous n'avez pas traversé l'océan pour me célébrer. Vous êtes venu ici pour m'utiliser comme bouclier humain. Carter a fini par s'avancer. Il avait l'air pathétique. Les vêtements de marque ne pouvaient cacher la peur qui suintait de ses pores. Matt, s'il te plaît. La SEC menace de geler mes comptes. Si on prend juste une photo ensemble, si tu dis juste à la presse que mon entreprise a fait du conseil pour ton labo, les investisseurs abandonneront les poursuites. Je te paierai ce que tu veux. Donne-moi juste ton approbation. J'ai regardé mon frère, l'homme qui avait ri pendant que mes lettres de bourse se transformaient en cendres. L'homme qui m'avait dit d'aller trouver un boulot parce que je ne valais rien. Maintenant, il mendiait les restes à ma table. Tu veux mon approbation, ai-je demandé, d'une voix mortellement calme. Oui, a supplié Carter, les yeux écarquillés par le désespoir. Juste une photo. On fait un communiqué de presse commun. Ça résout tout. D'accord? D'accord, ai-je dit avec douceur. J'ai fait un geste vers le centre de la salle, où plusieurs journalistes internationaux et investisseurs fortunés étaient rassemblés. Allons parler à la presse. Le visage de mon père s'est éclairé de soulagement. Il pensait vraiment que j'avais cédé. Il pensait que la pression du cadre public m'avait forcé à me soumettre à la hiérarchie familiale, comme quand j'étais enfant. Il avait tort. Je ne les menais pas vers le salut, je les menais à l'abattoir. Je me suis dirigé droit vers le plus grand groupe de journalistes et de donateurs d'élite. Ma famille me suivait, la poitrine bombée, prête à jouer le rôle des parents fiers et solidaires. À notre approche, les reporters m'ont reconnu. Les caméras se sont immédiatement tournées vers nous. Les flashs ont commencé à crépiter. Le murmure du gala s'est tu, alors que les gens réalisaient que le nouveau lauréat du prix Nobel allait faire une déclaration impromptue. Je me suis arrêté devant les caméras. Je me suis tourné vers mon avocate, Chloé, qui se tenait près du bar et observait toute l'interaction. Je lui ai adressé un seul signe de tête nette. Chloé s'est approchée avec assurance. Elle a sorti de sa mallette en cuir une pile de documents juridiques épais et impeccables, portant le sceau de son cabinet de Manhattan. Dr Johnson a lancé un reporter d'une grande chaîne financière. Est-ce que ce sont des membres de votre famille? Vont-ils rejoindre votre nouvelle initiative de recherche? J'ai regardé directement l'objectif de la caméra. Non, ai-je dit clairement, ma voix portant à travers la salle silencieuse. Les personnes debout derrière moi sont Richard, Suzanne et Carter Johnson. Je ne leur ai pas parlé en 15 ans. J'ai entendu ma mère laisser échapper un hoquet de surprise. Mon père s'est figé, son faux sourire fondant littéralement. Récemment, ai-je continué, en projetant ma voix pour que chaque milliardaire, chaque diplomate et chaque investisseur puisse m'entendre, Carter Johnson a raconté à des sociétés de capital investissement que sa start-up de bien-être était partenaire de mon laboratoire. Il a utilisé mon nom pour obtenir des millions d'euros de capitaux. J'ai pris l'un des dossiers juridiques des mains de Chloé et je l'ai levé.
Ceci est un désaveu public formel et notarié. Je n'ai aucune affiliation avec Carter Johnson ou son entreprise. De plus, les documents dans ce dossier contiennent la preuve que Carter Johnson a falsifié ma signature sur plusieurs prospectus d'investissement. Des copies de ces dossiers ont déjà été remises à la Security and Exchange Commission et aux autorités fédérales. La salle a explosé. Les journalistes ont commencé à crier des questions. Les flashs étaient aveuglants. Matthew, arrête, a sifflé mon père, m'attrapant le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma veste de smoking. Tu es en train de nous ruiner. J'ai dégagé mon bras avec une telle force qu'il a trébuché en arrière. Vous vous êtes ruiné tout seul, ai-je dit, me tournant pleinement vers lui. Il y a 15 ans, vous vous teniez près d'un barbecue et vous avez regardé cet homme brûler 4 bourses de médecine parce que vous aviez décidé que j'étais un mauvais investissement. Vous m'avez dit d'aller me trouver un boulot. Eh bien, j'en ai trouvé un, et je le fais exceptionnellement bien. Je me suis tourné vers Carter qui tremblait physiquement, le visage de la couleur de la craie mouillée. Tu voulais l'attention du public, Carter, ai-je demandé doucement, m'approchant de lui. Tu l'as. Cette salle est remplie des gens que tu as essayé d'escroquer. Regarde bien autour de toi, ta course est terminée. La foule d'élite qui nous entourait a physiquement reculé de ma famille, comme s'ils étaient soudainement contagieux. Le dégoût sur les visages des donateurs et des diplomates était palpable. Dans le monde de la haute finance et de la science mondiale, la réputation est primordiale. Et je venais de marquer publiquement Carter comme un fraudeur radioactif. La sécurité de l'hôtel, réalisant que la situation avait dégénéré, est intervenue rapidement. Monsieur, vous devez partir, a dit le chef de la sécurité, attrapant Carter par le coude. C'est mon frère, a hurlé Carter, se débattant contre le garde. Dis-leur, Matt. Dis-leur qu'on est de la même famille. Je n'ai pas de frère, ai-je dit, en lui tournant le dos. J'ai regardé par-dessus mon épaule alors que la sécurité traînait Carter, mon père, et ma mère en pleurs hors de la grande salle. Les lourdes portes en chaîne se sont refermées violemment derrière eux. C'était exactement comme des funérailles, pas les funérailles d'une personne, mais l'enterrement définitif de leur pouvoir sur moi. C'est le moment qui change tout, le moment où j'ai enfin repris le contrôle total de ma vie. Merci beaucoup pour votre patience, et d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous avez été formidable. S'il vous plaît, mettez un « j'aime » à cette vidéo et commentez un « ci-dessous » pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences comptent vraiment pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce voyage. Après le gala, je suis retourné dans ma suite au Grand Hôtel. La chambre était immense, silencieuse, et incroyablement calme. Je me suis approché des fenêtres panoramiques, et j'ai regardé les eaux sombres et glacées du port de Stockholm. Mon téléphone était posé sur le bureau en acajou. Il vibrait constamment, un bourdonnement incessant qui remplissait la pièce tranquille. La nouvelle de la confrontation avait déjà fuité dans la presse. Des blogs financiers reprenaient l'histoire du lauréat du prix Nobel dénonçant son frère fraudeur. Les SMS de Carter sont passés d'exigences colériques et arrogantes à des supplications absolument pathétiques en l'espace d'une heure. Tu as ruiné ma vie. Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang? Matt, s'il te plaît. La banque vient d'appeler. Il gèle les comptes de l'entreprise. Je vais aller en prison. S'il te plaît, demande à ton avocate d'arrêter. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ferai n'importe quoi. Je n'ai pas tout lu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis approché du téléphone, j'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé, et j'ai regardé l'écran s'éteindre. Les vibrations ont enfin cessé. Je me suis versé un verre d'eau pétillante, je me suis assis dans un fauteuil en cuir lourd, et j'ai fermé les yeux. Je m'attendais à ressentir une décharge d'adrénaline. Je m'attendais à ressentir le triomphe brûlant de la vengeance, mais ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti était un sentiment profond et accablant d'épuisement, s'évacuant de mes muscles. C'était la sensation que l'on éprouve quand on pose enfin un poids énorme que l'on portait sur ses épaules depuis une décennie et demie. J'étais libre. Le fantôme du garçon de 18 ans, qui se tenait dans le jardin en sentant le liquide allume-feu, était enfin en paix. Il n'avait plus besoin de leur validation. Il n'avait plus besoin de leurs excuses.
Il avait construit un empire de faits, de données, et de vérités indéniables, et les menteurs s'étaient brisés au moment où ils s'y étaient heurtés. J'ai dormi pendant 10 heures cette nuit-là. C'était le sommeil le plus profond et le plus sans rêve que j'ai connu depuis la nuit où j'avais quitté ma ville natale dans ce bus Greyhound. À mon réveil le lendemain matin, le soleil suédois brillait intensément, se reflétant sur l'eau. J'ai mis un costume propre, bu mon café, et je suis descendu pour accepter formellement mon prix Nobel. Je me suis tenu sur la scène, le roi de Suède m'a remis la médaille d'or, et j'ai souri. C'était un sourire sincère. Mon esprit était complètement clair. La tempête était terminée, mais les décombres laissés derrière moi en Amérique étaient vastes. Et il y avait un dernier nettoyage administratif que je devais gérer, avant de pouvoir fermer définitivement le livre sur la famille Johnson. Un mois après la cérémonie Nobel, j'étais de retour à New York. J'ai reçu une demande formelle d'un médiateur nommé par le tribunal, mes parents et Carter demandaient une rencontre en tête-à-tête. Ils prétendaient vouloir clore l'histoire, et présenter des excuses formelles sans l'intervention de la presse. Je savais que c'était un mensonge. Ils ne voulaient pas clore l'histoire, ils voulaient de la clémence. Mais j'ai accepté la rencontre, principalement parce que Chloé, mon avocate, m'avait conseillé de leur faire signer un accord global de non-divulgation et de non-ingérence, ce qui m'immuniserait légalement contre tout harcèlement futur. Nous nous sommes retrouvés dans l'immense salle de conférence vitrée du cabinet de Chloé. Quand ma famille est entrée, je les ai à peine reconnus. Le stress des 30 derniers jours avait vieilli mon père de 10 ans. Sa posture, autrefois si rigide et imposante, était complètement affaissée. Ma mère semblait frêle, serrant un mouchoir bon marché. Et Carter. Carter ressemblait à un fantôme. Il avait perdu du poids, ses yeux étaient injectés de sang, et il portait un pull délavé au lieu de ses habituels costumes sur mesure. Ils se sont assis de l'autre côté de la longue table en acajou. Chloé était assise à côté de moi, son bloc-notes juridique ouvert, les regardant comme un requin regarde un appât. Mon père s'est raclé la gorge. Matthew, merci d'avoir accepté de nous voir. Allons droit au but, ai-je dit, m'appuyant contre le dossier de ma chaise. Vous êtes ici parce que les procureurs fédéraux proposent un accord de plaidoyer à Carter, et vous voulez que j'écrive une lettre de clémence au juge. Et vous voulez que je co-signe un prêt pour sauver votre maison de la saisie. Le mâchoire de mon père est tombé. Il a regardé Chloé, puis m'a regardé à nouveau. Comment as-tu? J'ai d'excellents avocats, ai-je répondu platement. La réponse à ces deux demandes est absolument non. Ma mère s'est effondrée en sanglots. Matthew, s'il te plaît. Nous allons nous retrouver à la rue, ton père et moi. Le stress nous détruit. On parle de divorce. On n'a plus rien. On a dépensé chaque centime pour l'entreprise de Carter. J'ai regardé ma mère. Je ne ressentais aucune pitié, seulement une curiosité clinique. Pourquoi, ai-je demandé. Je n'ai jamais compris. Même avant le feu, j'avais les meilleures notes. Je travaillais de nuit. J'étais indépendant. Carter a vidé son fonds universitaire, a bousillé 3 voitures, et a échoué dès son premier semestre. Pourquoi l'avez-vous soutenu, lui, et m'avez-vous jeté? Mon père a fixé la table en bois poli. Il semblait petit, vaincu. Parce que tu n'avais pas besoin de nous, a-t-il chuchoté, la vérité éclatant enfin. Tu étais toujours si intelligent, si autonome. Carter. Carter avait besoin de nous. Investir en lui, lui acheter cette Porsche, financer ses entreprises. Cela nous donnait l'impression d'être puissants. Cela nous donnait l'impression d'être les chefs de famille. Nous savions que si tu devenais médecin par tes propres moyens, tu nous laisserais derrière toi et tu ne te retournerais jamais. Nous voulions un fils qui nous soit redevable. Alors, nous nous sommes assurés qu'ils nous doivent tout. Le silence dans la pièce était total. Et voilà. La vérité l'est des fondamentales de notre dynamique familiale. Il n'avait pas favorisé Carter parce qu'il était meilleur, il l'avait favorisé parce qu'il était faible, et que sa faiblesse nourrissait leur ego. Ils avaient brûlé mon avenir, non seulement par dépit, mais par un besoin désespéré de me garder sous leur emprise, de s'assurer que je serais tout aussi dépendant de leur amour conditionnel que Carter l'était. C'était la chose la plus pathétique que j'ai jamais entendue. J'ai regardé Carter. Tu l'as entendu? Tu n'étais pas l'enfant prodige, Carter. Tu étais l'animal de compagnie, et ils t'ont nourri jusqu'à ce que tu exploses.
Carter a posé sa tête sur la table, et a commencé à pleurer silencieusement. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. Chloé a fait glisser 3 dossiers épais sur la table. Ce sont des renonciations, ai-je dit. Elle stipule que vous assumez l'entière responsabilité de votre ruine financière, que je ne décline aucune responsabilité, et que vous ne me contacterez plus jamais, moi, mon laboratoire, ou mes associés. Signez-les, ou Chloé déposera une plainte au civil pour diffamation et détresse émotionnelle qui vous dépouillera des derniers centimes qui vous restent. Mon père a pris le stylo d'une main tremblante. Il a signé le document. Ma mère a signé. Carter a signé sans même le lire. Bien, ai-je dit. C'est la dernière fois que vous verrez mon visage. Je suis sorti de la salle de conférence. Je ne me suis pas retourné. Les 2 années suivantes furent une période de grande expansion pour moi. Utilisant l'argent du prix Nobel, et obtenant des bourses privées rigoureusement contrôlées, j'ai ouvert mon propre centre de recherche indépendant dans le nord de l'État de New York. Nous nous sommes concentrés uniquement sur le décodage des anomalies du système immunitaire. C'était un sanctuaire pour la vraie science, loin des relations publiques d'entreprise et des postures politiques. L'une de mes premières recrues, en tant que directeur des opérations du campus, fut Elia. Elia, l'homme qui m'avait sorti de ma dépression au café du Queens. Il gérait une petite entreprise de logistique, mais je lui ai offert un salaire qui triplait ses revenus, avec des avantages sociaux complets et une allocation de logement. Grâce à ce salaire, et à ce nouvel emploi stable et prestigieux, Elia a pu enfin retourner devant le tribunal des affaires familiales. Il a engagé un avocat fantastique, a mené la bataille pour la garde qu'il avait perdue des années plus tôt, et a obtenu la garde partagée de ses 2 filles. Le voir marcher sur le campus de l'Institut en souriant, tenant la main de ses filles le week-end. C'était une meilleure sensation que d'être debout sur la scène à Stockholm. C'était la preuve que, lorsqu'on construit le pouvoir de la bonne manière, on peut l'utiliser pour guérir véritablement les gens. Pendant ce temps, la justice servait enfin son plat froid à Carter. Les procureurs fédéraux ne lui ont pas proposé d'accord de clémence. Sans mon appui, et avec la montagne de preuves que Chloé avait fournies, la SEC a fait de lui un exemple. Carter Johnson a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de fraude électronique, et d'un chef d'accusation de vol d'identité aggravé. J'ai lu l'article en ligne tout en buvant mon café matinal, il a été condamné à 7 ans dans un pénitencier fédéral. L'article incluait une photo des agents fédéraux perquisitionnant son bureau. En arrière-plan, en train d'être chargé sur un camion de remorquage par des agents de saisie, se trouvait la Porsche 911 noire métallisée, le symbole de son faux empire acheté avec la retraite volée de mes parents, emmené vers une fourrière pour être vendu aux enchères au prix de la ferraille. Le sort de mes parents fut tout aussi sombre, bien que beaucoup moins médiatisé. Sans les faux revenus de Carter pour éponger leurs dettes massives, la banque a officiellement saisi leur maison. La maison de 4 chambres en banlieue, avec le grand jardin et le barbecue Weber sur la terrasse. La maison où mon avenir avait été brûlé fut vendue aux enchères à un jeune couple. Mes parents ont perdu leur héritage, ils ont perdu leurs économies. Le stress de la ruine financière a fini par briser leur mariage, menant à un divorce amer et interminable où ils se sont battus pour les restes de leurs dettes. Mon père a emménagé dans un motel bon marché, trouvant du travail comme agent d'accueil dans une grande surface de bricolage. Ma mère a loué un minuscule appartement d'une pièce dans un quartier malfamé, vivant de la sécurité sociale. Ils avaient sacrifié le fils qui aurait pu tout les sauver pour adorer le fils qui les a détruits. C'était une tragédie entièrement de leur propre fait. Les limites ne sont efficaces que si on les applique impitoyablement. Un morceau de papier signé dans un bureau d'avocat ne signifie rien, si on laisse encore la porte de son cœur entr'ouverte. 6 mois après l'entrée de Carter en prison fédérale, la réceptionniste de mon institut de recherche a frappé à la porte de mon bureau. Elle tenait une enveloppe bleu pâle froissée. « Dr Johnson, ceci est arrivé par la poste aujourd'hui », a-t-elle dit, l'air hésitant. Cela a contourné le filtrage standard. C'est marqué personnel et urgent sur le devant. J'ai pris l'enveloppe. J'ai reconnu l'écriture instantanément, c'était la cursive de ma mère, tremblante et inégale, mais indubitablement la sienne. L'adresse de l'expéditeur indiquait un complexe d'appartements dans un quartier à faible revenu, à quelques villes de là où j'avais grandi. J'ai tenu l'enveloppe dans ma main. J'en sentais le poids, elle était épaisse, probablement plusieurs pages d'excuses, d'explications et, au final, une demande d'argent. Elle avait probablement du mal à payer son loyer.
Elle pensait sans doute qu'assez de temps avait passé, que ma colère s'était refroidie, et que le « bon fils » en moi referait surface pour lui faire un chèque par culpabilité. Elle pensait que le lien du sang l'emporterait sur le souvenir du feu. J'ai regardé la corbeille à côté de mon bureau. Je pouvais simplement la jeter, je pouvais la déchiqueter. Mais j'ai réalisé que la détruire discrètement la laisserait dans l'attente. Elle vérifierait sa boîte aux lettres tous les jours, espérant une réponse, espérant qu'elle avait encore une prise sur moi. Je devais envoyer un message si absolu, si définitif, qu'elle n'achèterait plus jamais un timbre avec mon nom dessus. Je suis sorti de mon bureau, et je suis allé dans l'aile administrative. Je me suis approché de l'employé du service courrier. « Avez-vous le tampon à l'encre rouge ?» ai-je demandé. L'employé a cligné des yeux, surpris. « Le tampon officiel ?»« Oui, docteur. » « Tamponnez ceci, » ai-je dit, en faisant glisser l'enveloppe bleue non ouverte sur le comptoir. L'employé a pris le lourd tampon en caoutchouc, l'a pressé sur le tampon encreur rouge, et l'a frappé violemment sur le devant de la lettre de ma mère, qu'il sur son écriture tremblante et désespérée. Retour à l'expéditeur, n'habite plus à cette adresse. Mettez-la dans le bac de départ, ai-je ordonné. Je suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité. Je ne me suis pas demandé ce que disait la lettre. Je savais qu'en la renvoyant non ouverte, avec cette encre rouge éclatante sur le devant, je lui donnais la réponse finale dont elle avait besoin. Je n'étais plus son fils. Je n'étais pas son filet de sécurité. J'étais l'homme qu'elle avait jeté, et je ne reviendrai jamais. Ce tampon rouge était le cadenas sur le coffre-fort. Les parasites étaient définitivement séparés de l'hôte. Une autre année passa. Ma vie tomba dans un rythme magnifique et prévisible, fait de science, de mentorat, et de soirées calmes. Le bruit de mon passé s'était complètement estompé en arrière-plan. Puis, un mardi après-midi, un paquet arriva à l'institut. C'était une boîte rectangulaire allongée, emballée dans du papier brun ordinaire. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé sur une étiquette d'expédition. Je l'ai emporté dans mon bureau, et j'ai coupé l'adhésif avec un coupe-papier. À l'intérieur, bien protégé dans du papier bulle, se trouvait un seul objet, une pince à barbecue en métal. Elle était vieille, les poignées étaient usées, mais le métal avait été frotté pour être propre. Elle brillait sous les néons crus de mon bureau. Il n'y avait aucune note jointe, aucune explication. J'ai fixé l'objet pendant très longtemps. Venait-il de Carter, envoyé depuis la salle de courrier de la prison, comme un rappel passif-agressif tordu? Venait-il de mon père, comme une reddition silencieuse, reconnaissant l'arme exacte qu'ils avaient utilisée pour tenter de me détruire? Ou n'était-ce qu'une coïncidence bizarre, un objet envoyé par erreur à la mauvaise adresse? Cela n'avait aucune importance. J'ai ramassé la pince en métal froid. 15 ans plus tôt, regarder cette même pince pousser mes lettres d'acceptation à l'université dans le feu m'avait presque tué. Cela m'avait rempli d'une terreur et d'une tristesse si profonde que je pensais m'y noyer. Maintenant, je ne ressentais plus rien. C'était juste un morceau de métal bon marché. Cela n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau, j'y ai jeté la pince, et je l'ai refermée. Je ne l'ai pas jetée, mais je ne l'ai pas exposée non plus. Je l'ai simplement classée dans l'obscurité, exactement là où appartenait le souvenir de ma famille. Je me suis approché de la fenêtre de mon bureau. En bas, sur la pelouse du campus, des dizaines de jeunes chercheurs en blouse blanche marchaient entre les laboratoires. Ils étaient brillants, ambitieux et sans fardeau. Ils étaient l'avenir, et j'avais construit l'endroit où cet avenir était en sécurité. Les gens pensent souvent que la vengeance est une chose bruyante et explosive. Ils pensent que cela nécessite des disputes hurlantes, de la violence physique, ou de détruire activement la vie de quelqu'un d'autre. Ils se trompent. La vengeance la plus dévastatrice, la plus absolue, que vous puissiez infliger aux personnes qui essaient de vous détruire, et de leur survivre. C'est de prendre les briques qu'ils vous lancent, et d'en construire une forteresse dans laquelle ils ne pourront jamais entrer. C'est de cultiver une vie si riche, si réussie et si profondément paisible, que leur absence est le plus beau cadeau qu'ils auraient pu vous faire. Ils ont brûlé 4 morceaux de papier. Ils pensaient brûler ma vie, mais tout ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est allumer la torche qui m'a guidé exactement vers ce que je devais être. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que ce fut un long voyage,
depuis ce barbecue dans le jardin jusqu'à Stockholm, mais je voulais partager toute la vérité avec vous. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous des gens dans nos vies qui essaient de définir notre valeur, qui essaient de nous dire que nous ne sommes pas assez bons, ou que nous ne méritons pas les opportunités que nous avons gagnées. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire? Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes que vous aimiez parce qu'elles vous freinaient, ou essayaient de vous démolir? Faites-moi part de vos expériences dans les commentaires. Je les lis, et je vous le promets, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes arrivé jusqu'à la toute fin de cette vidéo, vous appartenez à un groupe spécial. Je veux que vous descendiez dans les commentaires dès maintenant, et que vous tapiez la lettre W. Cela signifie « winner », gagnant. C'est notre code secret pour le club des 1%. Les gens qui comprennent que la survie est un choix, et que le succès est la meilleure des vengeances. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « j'aime » si cette histoire a signifié quelque chose pour vous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne, pour que nous puissions partager plus d'histoires, plus de luttes et plus de victoires ensemble. Restez forts, continuez à construire votre forteresse, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.